Salut à tous, on se retrouve du coup aujourd'hui sur la chaîne de Omega Store qui me laisse présenter du coup un de leurs derniers produits qu'ils ont reçu, donc qui va sortir. Il s'agit du deck de structure Les Charmeux Spirituels. Alors il faut savoir que quand je joue au jeu il y a maintenant bien longtemps, ces cartes-là existaient déjà, mais c'était juste en fait des petites cartes comme ça un peu passe-partout, il n'y avait pas vraiment de deck profile en fait à faire. Là maintenant c'est possible, il y a vraiment un deck qu'on peut faire avec du coup ce nouveau deck de structure qui sort. Dans une première partie, je vais juste ouvrir un deck de structure et vous présenter un petit peu le deck, voilà, ce qu'on peut faire avec, les nouvelles cartes. Donc on va ça tout de suite. Ok, du coup, pour cette partie, en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, je vous ai sorti un petit peu les cartes d'archétype, du coup. Et je vais vous expliquer un petit peu comment le deck fonctionne. Donc, d'après ce que j'ai compris, alors il y a eu que deux grosses nouvelles cartes, du coup, pour la Terre, donc celle-ci, et la Feu. Alors, d'après ce que j'ai compris sur ces deux cartes, du coup, c'est qu'en fait, on peut les spé depuis la main ou le deck. Si on contrôle, je crois, un monstre magicien face recto et un monstre terre de max niveau 4. Et en fait, vous allez voir qu'en gros, le principe du coup du deck, c'est forcément d'essayer d'assembler les espèces de dompteurs en fait avec les bestioles. Et que du coup, ça vous donne, un peu comme du Link Climbing, ça vous donne en fait un peu accès à ces cartes. Et du coup, pour pouvoir potentiellement spé un petit peu plus. C'est-à-dire qu'en gros, là par exemple, on a Ossa, du coup, Ita, Eria et Win. Et en fait, à partir de eux, quand ils sont sur le terrain, du coup, donc par exemple, on va norme, mettons, Ossa. Le fait qu'on ait du coup un monstre magicien sur le terrain, du coup on peut spé la bête qui est ici, à côté. Et derrière, si on a Ossa familier possédé qui est là, lui on peut le spé à partir du moment où on a Ossa charmeuse de terre à côté, face recto sur le terrain, et un monstre terre face recto. Du coup, en fait, à partir de lui, on peut directement spé lui, qui se spé lui, et après lui peut se spé directement du deck si on contrôle du coup ces deux monstres. Donc c'est là où ça va être intéressant du coup d'essayer d'avoir des attributs qui correspondent pour tout simplement commencer à invoquer les monstres depuis la main et depuis le deck. Et donc ça se fait à partir de terre, de feu, de eau et de vent. Alors pour un vrai deck profile du coup qui va essayer de se rapprocher le plus possible de la compétition, je pense qu'à mon avis on va épurer un peu tout ça parce que ça va trop briquer en fait. Si on essaie de jouer juste un de chaque, c'est complètement injouable. Donc ce qui va se passer, c'est que dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous présenter en fait un deck profile, mais qui va vraiment plus se rapprocher d'un deck profile vraiment jouable en amical, en local, vraiment un truc avec quelques cartes ajoutées de l'extérieur qui vont rendre le deck quand même un peu plus viable. Je crois qu'alors du coup ça c'est une des nouvelles cartes, donc le terrain, qui lui pour le coup est vraiment intéressant, parce qu'il permet d'annuler du coup le premier effet de monstre que l'adversaire va résoudre chaque tour, tant qu'on contrôle un monstre magicien avec 1500 de def. Donc autant dire que c'est quand même chose facile. Et pendant la main phase, on peut révéler un monstre magicien depuis la main, et si on le fait, on ajoute un monstre du même attribut, mais avec 1500 et 200 depuis ton deck, et après tu mélanges la carte révélée depuis le deck. Ça permet d'ajouter plus de consistance, le terrain est vraiment très correct pour le coup. Celle-là, je crois que c'est une des meilleures cartes qu'ils ont faites. On défausse une carte, donc pas forcément une carte de l'archétype. On peut défausser une carte, prendre deux cartes du deck de noms différents, qui contiennent charmeuse et familier possédé, et ou des magies pièges possédées, ajouter une à la main et poser l'autre. Pour le coup, ça permet vraiment d'accélérer le jeu, surtout que c'est une magie rapide. Donc il y a moyen de le faire pendant le tour d'adversaire, ça peut être sympa. Ça, alors si j'ai bien compris, celle-là, ça permet de draw et ça permet de les protéger par effet de carte. Donc pareil, c'est une carte qui est assez intéressante pour le coup. Et ça, je crois que ça permet de les protéger, il me semble, au combat. S'ils sont détruits au combat par effet de carte, en fait, on peut invoquer depuis le deck, donc ça permet de se protéger un peu plus. Celle-ci, je crois que c'est... Voilà, c'est ça, on peut invoquer un monstre magicien depuis la main ou le cimetière, et si on contrôle plusieurs attributs, on peut détruire une carte. Ça peut être sympa, pour avoir un peu plus de contrôle du coup au niveau du deck. Et après, voilà, on retrouve les 4 cartes qui existaient déjà pour chaque attribut, qui vont être compliquées à sortir dans le deck, tout simplement parce que si on veut vraiment l'optimiser, il faut jouer par exemple que le haut et 3 fois la piège haut, mais bon, ça va être un peu compliqué. Donc là, pour les cartes de l'archétype, on a à peu près ça. Je vais juste vous présenter un peu derrière les cartes du coup qui sont aussi présentes dans le deck de structure, mais qui ne sont pas des cartes de l'archétype.
Donc là, du coup, je vous ai mis sur le board juste devant moi les autres cartes du coup du main deck qui sont comprises du coup dans le deck, mais qui ne sont pas de l'archétype. Donc là, en fait, on va retrouver soit des monstres ou des cartes qui vont permettre d'accélérer le jeu, soit des staples, ou soit des cartes un peu plus contrôle qui sont adaptées au deck. Donc là, directement, on a 3 monstres animal féeriques, du coup, donc on a Belle, Rion et Luna. Alors, pour le coup, Belle et Rion, on peut déjà les éliminer parce que vraiment, c'est 2 cartes qui vont vraiment pas être fortes dans le deck. La seule qu'on va garder et qu'on va jouer x3 parce qu'elle est vraiment importante, c'est Animal Féerique Luna. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette carte-là, elle a 2 effets assez importants. Quand on la norme, on peut ajouter un monstre magicien avec 1850 d'attaque depuis le deck à la main, ce qui permet d'aller chercher en fait beaucoup de cartes du deck du coup. Donc ça rajoute de la consistance, c'est assez important. Et ce que les gens oublient souvent sur cette carte, c'est qu'il y a un deuxième effet qui est un effet rapide. On peut cibler un monstre face recto sur le terrain contrôlé par l'adversaire. Et l'adversaire peut envoyer une carte du même nom que le monstre depuis son deck ou extra deck au cimetière pour annuler cet effet. Et s'il ne peut pas, il renvoie cette carte, on renvoie cette carte et le monstre qu'on a ciblé à la main. Ça rajoute du contrôle, donc ça c'est intéressant. Mais surtout, ce qui va être intéressant en fait, c'est de potentiellement faire ça sur un monstre qu'on sait qu'il est limité à 1. Un exemple tout bête, si par exemple vous affrontez, je vous dis n'importe quoi, un deck spirale, et que vous le voyez, je dis n'importe quoi, norme Quick Fix, vous savez que Quick Fix est limité à 1 dans le deck, donc vous pouvez lui renvoyer à la main, et en fait potentiellement il aurait pu essayer de le respect du cimetière ou quoi, donc ça peut le gêner complètement. Avoir en fait à utiliser son effet sur les bonnes cibles. Alors ça c'est une carte artisane sorcière qui est pas mal dans le deck, mais pour le coup pareil, je pense qu'on peut la mettre dans la catégorie des cartes qu'on mettra pas dans le deck final, parce que pour le coup ça va rendre le deck encore un peu trop lent. Alors illusionniste, on peut la jouer dans le deck final, c'est une bonne entrap, c'est une entrap dans le format qui est assez correct. Après il y a quand même, moi personnellement je trouve que l'infini est quand même meilleur, donc à voir, potentiellement on peut la garder, mais pourquoi pas. Denko Seka, ça peut être une bonne option aussi de le garder, mais surtout si on sait qu'on affronte un deck qui a beaucoup de backrow, donc beaucoup de magie piège. Moi personnellement, Denko Seka, je pense que ça pourrait être une bonne carte, mais peut-être en side, du coup. Doriado, on la joue pas parce que c'est rincé, tout simplement. Et Sorcière, ça peut être bien pour aller tuto des cartes, mais le deck au final a déjà une consistance assez honnête, donc je sais pas si c'est vraiment utile de la jouer, surtout que le monstre qu'on tuto avec Sorcière, on peut pas l'invoquer ou activer ses effets ce tour. Donc pour moi, Luna, je le jouerai x3 dans le deck, je pense. Illusionniste, on peut jouer aussi sa x3, à voir si on préfère une autre entrap du format. Denko, peut-être plus en side, du coup. Ensuite, ça va être les magies. Alors, le village secret des magiciens peut être une très bonne option, même si le terrain de l'archétype est déjà très bien. Ça peut être une bonne option pour lock l'adversaire, parce que si vous contrôlez un magicien et que l'adversaire non, il peut pas activer de carte magie. Ça peut être très fort, mais pour le coup, je sais pas si dans la méta actuelle, c'est vraiment le mieux, parce que on a une méta qui va quand même activer quelques cartes magie, mais qui peut clairement se permettre entre guillemets de construire son board et de passer complètement le board adverse sans forcément activer de magie. Donc je sais pas, peut-être dans une autre méta, mais il y a déjà le terrain qui est bien, et en vrai, je sais pas si vraiment dans cette méta-là, ça serait hyper impactant. Livre de l'éclipse, ça peut être pas mal du coup pour gérer des monstres adverses. Le problème c'est que souvent cette carte-là elle est jouée dans un deck qui est capable, comme Dino par exemple avec UCT, de raser le board adverse en une seule battle phase. Parce que le problème c'est que si on laisse les monstres qu'on a flip du coup avec Livre de l'éclipse sur le terrain à la fin du tour, le mec va draw énormément de cartes. Et ça c'est pas bon du tout. Twin peut être joué du coup en main deck, peut-être plus en side du coup pour le coup, parce qu'on n'aime pas forcément défausser beaucoup de cartes dans ce deck. Ça reste un très bon pet MP, donc pourquoi pas en vrai de le jouer en main deck. Dark Ruler pareil, peut-être plus en side, si jamais on tombe contre un deck vraiment combo. Livre de magie, ça ajoute de la pioche au deck, qui peut être intéressant, mais on tient quand même à garder un peu ces monstres sur le terrain. Du coup, donc je sais pas, je pense pas que ce soit la meilleure optique pour draw à mon avis. Terran peut la jouer, mais d'après ce que j'ai compris sur le deck, on n'est pas forcément obligé de la mettre dedans dans le main deck, parce que le terrain on y a quand même accès assez facilement, vu que certains monstres en fait tuto des magies pièges possédées, et que je crois que le terrain fait partie des magies pièges possédées. Raigeki, c'est une bonne staple, mais le deck on va quand même l'orienter premier, donc en soi c'est pas forcément hyper optimal de la jouer pour un deck qui go premier.
Métavers, c'est une bonne option, parce que le terrain a un effet un peu de lock sur des effets activés de monstres, donc pourquoi pas mettre un métavers qui est limité à 1 du coup. Bayard Team reste une très bonne carte, peut-être un peu situationnelle en fonction du deck qu'on affronte, mais très bonne carte également, avertissement divin pareil. Voilà, du coup, on a un petit aperçu du deck de manière générale, du coup, donc ce qu'il y a vraiment dans le deck de structure. Là, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais vous montrer, du coup, une DL. Alors, il faut avoir quelques cartes un peu extérieures à ajouter, du coup, au main deck, mais ce que je vais vous présenter, ce serait plus une version un peu plus compétitive du deck, voilà. Donc, théoriquement, pour faire cette version-là, il faut acheter les 3 decks de structure, que vous pouvez d'ailleurs commander directement sur le site d'Omega Store. Et après, voilà, il faut juste rajouter quelques cartes qui sont pour le coup vraiment pas très chères, hein, qui se trouvent assez facilement. Et clairement, vous pouvez avoir un deck voilà, qui commence à se rapprocher des rogues du tier 3 et qui peut clairement se battre contre la méta. Hein. C'est vraiment ce que je pense. Allez, on se retrouve tout de suite pour le deck profile. Ok, alors du coup, avant de vous faire le deck profile, je voulais vous donner un petit aperçu du coup de ce que pourrait donner du coup le deck de manière générale, donc un petit point de vue comme ça. Juste à noter en fait que pour les cartes qui ne sont pas directement disponibles dans le deck, du coup on va retrouver H qui est ici, on va retrouver du coup le pot d'extravagance, les répressions, les jugements, l'absorption de compétences. Donc ces cartes là, peut-être à part pot d'extra, qui va peut-être encore coter je pense dans les on va dire 15-20 € unité. C'est quand même des cartes assez accessibles, donc franchement le deck se fait quand même assez facilement, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de budget dedans. Et pour le coup, il tient vraiment la route, quoi. Du coup, je vous retrouve tout de suite pour faire le deck profile. Alors du coup, on se retrouve pour cette dernière partie qui va consister à présenter le deck profile entre guillemets plus version voilà locale, un peu compétitive. Donc voilà la version qu'on peut faire avec juste en ajoutant peut-être quelques dizaines d'euros en plus pour avoir une version qui tient la route en fait contre des decks de manière générale et même contre la méta. Du coup, c'est pour ça qu'on va jouer les 2 éveils des possédés, donc x1 chacun. Donc il existe le terre et le feu. x1 en fait tout simplement parce que souvent on va les spé depuis la main et le deck du coup. Si on a les conditions requises, à savoir un monstre en fait, je crois que c'est un monstre magicien face recto et un monstre feu pour lui sur le terrain, et lui c'est un monstre magicien face recto et un monstre terre. Du coup on peut les spé depuis la main et puis depuis le deck. Une fois qu'ils sont spé, ils ont chacun un effet. Le feu, il va burn. Le terre va spé un monstre niveau 4 du cimetière. Et ils ont tous les deux un effet, quand ils quittent le terrain, de tuto une carte de l'archétype. Donc ça peut être assez intéressant. On les joue x1 chacun, justement parce qu'on n'a pas besoin de les jouer à x+. On les spé depuis le deck, donc c'est des briques si on les joue à plus. Du coup, dans cette optique, vu qu'on a le feu et le terre, on va jouer 2 familiers possédés feu et 2 familiers possédés terre. Donc pour optimiser justement le fait de pouvoir spé ces deux-là du deck, du coup. Familiers possédés qui vont pouvoir se spé pareil sous certaines conditions. Et on va jouer seulement que un vent et un haut. Du coup, qui vont permettre d'avoir aussi des extra plays, des extra summon. Mais on va vraiment axer notre loop en fait sur le feu et le terre, du coup. Donc là, ça va être vraiment la partie familier possédé plus les 2 nouvelles. Vont s'ajouter à ça donc les 2 animaux terre qui eux en fait sont vraiment des spé gratos. Les 2 animaux feu qui sont là aussi. Donc même chose, on accentue vraiment le deck sur le côté terre, le côté feu. Ils vont se spé vraiment gratuitement quand on a un monstre magicien. C'est à partir de là qu'on peut spé ces 2 là du deck et qu'on lance un peu la boucle. Du coup, pour ajouter à ça, donc ça c'est vraiment les cartes on va dire archétypes de base qu'on va jouer, et du coup pour ajouter des monstres à ça, on va jouer les 3 Luna, donc qui est une excellente norme, parce que quand la carte est norme, elle va permettre de tuto les monstres de l'archétype qui ont aussi 1850 d'attaque, et comme je disais tout à l'heure, il y a un effet rapide pour cibler un monstre adverse, la cibler elle-même, et l'obliger à le renvoyer depuis le terrain à la main, si jamais il n'envoie pas une deuxième exemplaire. Donc effet assez intéressant, ça permet de tuto, ça rend le deck un peu plus consistant, donc ça c'est assez cool. Pour avoir un peu de contrôle pendant, si on gagne par exemple pas le dé, ou juste pour avoir un peu plus de contrôle, on va jouer 3H qui est une end trap quand même assez forte actuellement, même si c'est pas forcément la meilleure end trap du format.
Ça reste quand même une très bonne entrap pour contrer les decks. On n'a pas forcément beaucoup de place pour en jouer, mais voilà, 3, je pense que c'est, on va dire, une bonne carte au niveau des entraps à jouer. Du coup, à ça, on va ajouter 3 terrains. Le terrain qui est assez fort pour le coup, parce que ça va pouvoir, il me semble, bloquer le premier effet de monstre de l'adversaire qui va se résoudre. Donc si on contrôle un magicien avec 1500 de def, c'est ça. Ce qui est assez fort en fait, c'est que c'est un peu le même principe que les magies main droite, main gauche du magicien. C'est-à-dire qu'en fait ça va annuler à la résolution. Là où c'est fort en fait, c'est que ça va pas annuler l'activation de la carte, ça va vraiment annuler à la résolution. Du coup, ça veut dire qu'en fait il n'y a pas vraiment de contre à ça. C'est un peu le même principe que justement quand on a main gauche du magicien qui annule la résolution d'une magie, si le mec fait super poli, théoriquement on peut pas chaîne une super poli, sauf que la super poli ne va pas se résoudre en fait. Donc c'est un effet pour le coup qui est assez intéressant. Il y a un autre effet où on peut révéler, il me semble, je crois que c'est un monstre magicien depuis la main, et en fait on peut tuto, du coup je crois, un monstre du même attribut avec 1500 de sang, et celui qu'on a révélé on le remet en dessous du deck. Ça permet d'avoir ça permet d'avoir justement un deck qui est encore plus consistant à ce niveau-là. Donc le terrain est très bien. La meilleure carte, je pense, du deck, ça va être la magie rapide, qui permet, en défaussant une carte, même pas de l'archétype, de pouvoir tuto du coup 2 cartes. 2 cartes complètement de l'archétype, donc monstre familier possédé et ou magie piège possédé. Il y en a une qu'on va tuto, une qu'on va poser. C'est une magie rapide, du coup, on peut l'activer pendant le tour de l'adversaire pour poser, par exemple, une piège familier possédé. Donc il peut y avoir des plays assez intéressants à faire avec ça. Donc clairement, celle-là x3. Obligatoire. On va jouer seulement 2 éveils, qui est bien pour le coup parce qu'il protège de la destruction par effet de carte pour les monstres. Donc ça, c'est assez intéressant. Et l'autre effet, je crois, c'est que si on plusieurs monstres magiciens, avec 1850 d'attaque sont invoqués norme ou spé, on peut draw une carte. C'est assez bien parce que du coup, ça permet de draw potentiellement du side sur une 3ème game, ça permet de draw, de faire du CA supplémentaire. Pour le coup, c'est un effet très intéressant, couplé au pot d'extra qu'on va voir après. Du coup, ça peut donner pas mal de draw dans le deck, donc c'est assez intéressant. Voilà, les pots d'extra, donc dans une version du coup que je vous présente où on n'a pas forcément beaucoup besoin de l'extra deck. Dans l'extra deck que je vous montrerai pas du coup dans cette vidéo, j'ai pas pu le faire, mais on va surtout retrouver des X64 du coup, parce qu'on a pas mal de monstres niveau 4, donc comme Bagushka, comme Dweller, comme Dragon de la Tornade, et pas mal de Link un peu passe-partout, comme IP Mascarena, comme la Link Unchained. Voilà, ça va être, on va dire, un extra deck un peu classique. C'est pas très dérangeant de le ban parce que le deck va surtout jouer en fonction de son main deck. Pour les pièges, on va jouer 2 fois du coup l'association des possédés. Elle, en fait, c'est celle qui permet de spé un magicien de la main ou du cimetière. Et si on contrôle en fait 2 attributs différents, on peut détruire directement une carte sur le terrain. C'est un effet de contrôle qui est assez intéressant pour le coup. Il y a un deuxième effet, il me semble, c'est on peut ban la carte, donc pas le même tour où on l'active. Et placer une piège continue ou magie continue depuis son cimetière, on la place directement face recto sur son terrain. Là où c'est intéressant, c'est que du coup, ça va comboter assez bien avec la piège continue qui est ici, qui va pouvoir directement s'activer depuis le cimetière quand on banne cette carte, donc potentiellement pour surprendre l'adversaire. Elle qui va justement, comme la magie continue, pour elle par contre protéger au combat les monstres. Et qui va permettre en fait, si un ou plusieurs monstres sont détruits au combat ou par effet de carte, de pouvoir spé du deck, du coup un monstre de l'archétype. Donc pour se protéger, pour potentiellement surprendre aussi. Assez intéressant aussi comme effet. Alors, du coup, ce qu'on peut rajouter dans le deck qui n'y est pas, ça va être 3 répressions. Tout simplement parce que le deck, pour la base, est assez contrôle. Ce qui est bien, c'est que répression va permettre de pouvoir gérer certains monstres adverses, mais surtout de pouvoir les gérer si on gagne pas le dé. C'est-à-dire que, imaginons qu'on gagne pas le dé et que le mec fait son board. Ce deck-là, des fois, vous allez avoir un peu de mal à passer des monstres comme dans Dragon Link, où il y a des monstres à 3000, à 3005. Et souvent, répression va pas mal vous aider, tout simplement parce que vous allez pouvoir vous débarrasser, entre guillemets, après en faisant des lignes par-dessus, de monstres qui peuvent vous gêner. Et même quand vous commencez et que vous faites une répression sur un moment clé, une norme ou quelque chose comme ça peut être une carte assez impactante.
Je trouve que dans le format, c'est une excellente carte pour le coup. Et vu que le deck, des fois, manque un peu de spé, ça peut permettre d'utiliser des monstres adverses pour faire des liens. Donc c'est une carte assez intéressante pour le coup. 3 jugements. Parce que du coup le deck forcément veut jouer premier. On peut avoir peur de cartes comme Orage Foudroyant qui détruit toutes les MP, Heavenly Match qui peut raser complètement le board, et même annuler une invocation, ça peut être très très puissant. Donc quand le deck vaut go premier, jugement ça peut être une très bonne option. Et enfin, absorption de compétences, parce que ça a l'air de rien, mais le deck au final relie plutôt, on va dire, de ses effets de magie piège plutôt que d'effets de monstre. C'est-à-dire qu'en soi, ça va être beaucoup des conditions d'invocation, depuis la main, depuis le cimetière, qui en fait vont pas être gênés du tout par absorption de compétences, puisque l'absorption de compétences, ça va juste annuler les effets de monstre sur le terrain. Donc en soi, le deck peut très bien jouer sous absorption, il n'y a aucun problème, là où beaucoup d'autres decks vont vraiment avoir du mal et vont pas réussir à savoir gérer la carte. Du coup, voilà, sur ce deck profil-là, on peut voir vraiment que en prenant 3 decks de structure, et puis en rajoutant voilà, des cartes un peu passe-partout, comme les haches, comme les pots d'extra, comme répression, jugement. C'est des cartes voilà, qui vont pas coûter hyper cher à ajouter en plus. Donc très clairement, en prenant 3 decks de structure, et avec peut-être à côté une trentaine, grand max quarantaine d'euros de budget, on se retrouve avec un deck à peut-être entre 60 et 80 balles, un deck qui clairement peut tenir la route, peut faire des bons résultats en local. Et pour le coup, voilà, je trouve ça assez intéressant, surtout que c'est quand même un deck qui existait depuis longtemps, qui parle à pas mal de monde. En plus de ça, dans les decks de structure, vous allez retrouver en fait dans chaque deck une carte en version alternative, donc pour chacun des éléments. Alors, on a eu un petit coup de bol parce qu'on a ouvert 4 decks de structure. Et en fait, on a eu un de chaque. Donc voilà, vraiment, pour le coup, les artworks des cartes, je les trouve vraiment magnifiques. C'est vrai que ça serait encore mieux de les avoir, disons, x3 pour les jouer dans le deck avec cet artwork, mais bon, après, faut essayer de s'arranger avec ceux qui prennent aussi le deck également. Mais voilà, pour ceux qui aiment un deck un peu atypique, pour ceux qui aiment un deck voilà, qui est un peu dans le rétro parce que c'est des vieilles cartes, qui a un gameplay assez sympa, assez fluide, parce que le deck est assez... Vraiment, il est cool à jouer, hein. Il y a des choses à faire en plus assez sympa. Et puis même au niveau du lore, de l'archétype, il est juste super beau. Donc pour ça, si jamais vous avez envie voilà, de faire le deck comme là je l'ai fait ici, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Omega Store, du coup. Le site de la boutique où directement vous pouvez précommander les decks de structure directement pour potentiellement vous faire le deck et puis peut-être briller en tournoi. C'est tout pour ce deck profile. Je vous remercie de l'avoir regardé et d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si jamais vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit commentaire, hein, d'ailleurs c'est pour dire ce que vous avez pensé de la decklist. Et voilà, tous les liens seront dans la description, donc si vous êtes intéressé, vous pourrez directement rejoindre le site d'Omega Store, voilà, si jamais le deck vous intéresse, vous chauffe et que vous avez envie de tester un petit peu. C'est tout pour moi, à la prochaine!